Amis Lidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de 2491 Planet Ship, un jeu d'Andrea Souza Lara, illustré par Manuel Morgado et édité par Mibo Games pour 2 à 5 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes. Il n'y a pas si longtemps, la planète Terre et tous les autres mondes habités ont complètement consommé toutes leurs ressources naturelles. Leur lutte pour survivre a conduit à la construction de Planet Ships, des titans de la taille d'une planète peuplée d'une variété de races et d'espèces. Ces navires avaient besoin d'une ressource par-dessus tout, l'ADN. L'effondrement récent du Planet Ship Alpha a créé une opportunité tentante pour tous les autres Planet Ships d'acquérir l'ADN des restes mourants du vaisseau d'origine. Vous commandez un Planet Ship arrivé sur les lieux de la destruction du Planet Ship Alpha, mais vous n'êtes pas seul, car d'autres Planet Ships sont également venus réclamer les restes. Concernant le matériel du jeu, vous allez y trouver 38 tuiles personnages, également 13 tuiles mission, une tuile premier joueur avec son marqueur de manche, 10 meeples boucliers, 5 porte-cartes aux couleurs des joueurs, 6 x 5 cartes personnages de départ aux couleurs des joueurs, 24 vaisseaux aux couleurs des joueurs, 24 sondes aux couleurs des joueurs également, ainsi que 10 zones Planet Ship Alpha. Pour la mise en place du jeu, chaque joueur va recevoir un porte-carte à sa couleur avec les 6 personnages de départ à sa couleur, ainsi que toujours à sa couleur 4 vaisseaux et 4 sondes. Vous allez mélanger l'ensemble des cartes mission et en exposer 4 faces visibles au hasard. Vous pourrez ranger les autres dans la boîte, vous n'en aurez pas besoin. Vous allez mélanger également les 38 cartes personnages et en faire une pile face cachée. Moi je les ai mis là parce que je n'avais pas la place dans le cadre, mais vous les mettrez normalement à côté du plateau Planet Ship, bien entendu. Parmi ces 38 cartes personnages, il n'y a aucun personnage de départ, même si vous ne jouez pas à 5 et qu'il reste donc des personnages de départ, ils ne seront pas mélangés là-dedans. Seuls les autres personnages, les 38 autres personnages, sont mélangés dans cette pioche face cachée. Vous mettrez les 10 boucliers également en réserve à disposition de l'ensemble des joueurs. Vous désignerez un premier joueur au hasard, il récupérera 7 tuiles premier joueur et mettra le compte tour sur 1 puisque nous démarrons la partie. Le Planet Ship Alpha que voilà va être formé selon le nombre de joueurs, à 2 ou 3 joueurs, à 4 ou à 5 joueurs, ce ne sont pas les mêmes configurations, il y a 3 configurations différentes. La configuration que vous voyez là, c'est une configuration 4 joueurs, j'ai mélangé les 10 zones du Planet Ship, j'en ai mis 8 visibles comme vous voyez là, et 2 faces cachées à côté. L'orientation est également aléatoire, je les ai toutes mises dans le sens de lecture pour que ce soit plus facile pour vous sur la vidéo, mais vous les mélangez dans tous les sens et vous les posez telles qu'elles arrivent, pas forcément avec le sens de lecture bien droit, comme j'ai fait là. Et pour les autres configurations qui existent, n'hésitez pas à aller regarder les règles du jeu pour cette mise en place. Et là, vous êtes prêt, dans mon exemple, pour jouer à Planet Ship en configuration 4 joueurs. Le jeu se joue en 4 manches. À chaque manche, vous allez créer ou modifier donc la configuration du Planet Ship Alpha, puis chaque joueur va jouer un de ces 6 personnages à tour de rôle, jusqu'à ce que tous les personnages aient été placés sur une zone du Planet Ship Alpha. Chaque zone du vaisseau mère sera alors résolue pour apporter son lot de récompenses aux joueurs. Au début de la manche, la première chose à faire, c'est la mise en place du Planet Ship Alpha. Alors, au premier tour, elle est déjà faite. Là, c'est une mise en place 4 joueurs. Au début des manches 2, 3 et 4, il y aura un petit changement. Et ce petit changement est assez simple, donc toujours pour une configuration 4 joueurs. Vous allez prendre ces 2 tuiles, les retourner face cachée et les mettre complètement à gauche. Puis les 2 qui étaient là face cachée, vous allez les rendre face visible. Donc vous allez repousser un peu l'ensemble des zones si vous voulez qu'elles restent au même endroit. Surtout que vous allez devoir faire ça au tour 3 et au tour 4 également. Une fois que cela sera fait, vous allez placer les récompenses, c'est-à-dire vous allez piocher des personnages dans le paquet personnages et les placer sur les cases récompenses de chaque zone du vaisseau. Les cases récompenses, elles sont entourées de cette manière-là avec un halo lumineux et la couleur autour, donc vous les voyez, elles sont là. Je vous les montre au fur et à mesure. Voilà les différentes cases récompenses des zones qui sont là disponibles.
Quand vous allez le faire, vous allez surtout vérifier s'il y a ou pas un œil comme ça barré sur la case récompense. S'il y a un œil barré comme ça, vous mettrez la récompense face cachée, sinon vous la mettrez face visible. Donc dans mon exemple, ça va donner ceci. Voilà qui est fait, mes récompenses sont posées et nous sommes prêts à démarrer la manche. Chaque joueur va maintenant jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur, puis en sens horaire, pour placer sur le Planet Ship Alpha un de ses personnages accompagné d'un vaisseau à sa couleur. Par exemple, je prends mon personnage, je le place ici et je mets par-dessus un vaisseau à ma couleur. Et c'est d'autant plus important que quand on va avoir d'autres personnages que ceux de départ, il n'y aura plus le petit point ici pour indiquer sa couleur. Et c'est également important puisque quand il y a un œil barré à un endroit où je place un de mes personnages, je le place à l'envers, personne ne sait ce que j'ai placé, mais comme j'y ai placé mon vaisseau, on sait également que c'est le mien. L'objectif de ce placement est d'être celui avec le plus de force dans une ou plusieurs zones pour en récupérer les fameuses récompenses lors de la résolution des zones en fin de manche. Les cartes personnages, les tuiles personnages, donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi elles ressemblent de plus près. En voilà une ici. Sur une tuile personnage, vous avez en haut à gauche, là, la force du personnage dans cet encadré. Celui-ci a une force de 1. Vous avez au milieu à gauche divers icônes de capacité. Il peut y en avoir 0, il peut y en avoir plusieurs, là il y en a 2. Et vous avez en bas à gauche ce symbole d'ADN avec un chiffre à l'intérieur. Ça, c'est les points de victoire que ce personnage vous rapportera en fin de partie si vous l'avez dans votre main à ce moment-là. Le personnage en question doit être placé face visible sur une case inoccupée. Il ne peut donc y avoir qu'un seul personnage par case, sur une case inoccupée qui a un dock spatial, et ça je vous montrerai après ce que c'est qu'un dock spatial, ou sur une case inoccupée qui est adjacente à l'un de ces personnages. Si la case choisie a donc un symbole œil barré, comme je vous l'ai montré, le personnage est placé face cachée. Au niveau du vaisseau, il y a deux choses importantes. D'abord, c'est l'adjacence des zones. L'adjacence se fait orthogonalement et pas en diagonale. Donc quand on parle de zone adjacente, les zones adjacentes à celle-ci sont celle de droite, celle de gauche et celle d'en haut, et en aucun cas ces deux-là. L'autre chose, c'est l'adjacence des cases. L'adjacence des cases, elle peut se faire d'une zone à l'autre. Donc les cases adjacentes à celle-ci sont celle-là et celle-ci de la zone d'à côté. Elle est effectivement adjacente. Là, c'est une récompense, donc ça ne compte pas. Et on ne fait pas en diagonale non plus, donc ces deux-là ne comptent pas. Donc l'adjacence au niveau des zones et l'adjacence au niveau des cases, ce sont deux choses importantes à retenir dans ce jeu. Je vais donc vous montrer une zone de plus près pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Voilà par exemple la zone numéro 9. Alors je vous avais parlé des fameux docks spatiaux. Un dock spatial, c'est ce symbole-là, avec un H et une flèche. Donc il y en a un ici et un là, et enfin il y en a un ici également. Ils sont toujours autour des cases récompenses. Il n'y en a pas jamais le même nombre, et ce qui est important, c'est leur flèche. Par exemple, pour cette zone, il y a un dock spatial qui pointe là, donc je pourrais, avec mon personnage, venir me poser ici. Par contre, l'autre dock pointe sur une éventuelle zone à côté, et celui-là pointe également vers une éventuelle zone à côté. Éventuelle, parce qu'il peut ne rien avoir au-dessus. Si vous regardez la zone qui est là, elle a un dock qui pointe vers le haut, or il n'y a pas de zone au-dessus d'elle, donc on ne pourra pas en profiter. Donc dans cet exemple-là, je pourrais poser un personnage ici, et donc je le poserai face cachée par exemple, et bien entendu, je mettrai mon vaisseau dessus. Il ne faut jamais oublier de mettre son vaisseau. Et donc comme il y a deux manières de poser son personnage, soit sur une case inoccupée où il y a un dock comme là, ou soit adjacent à un des personnages qu'on a déjà. C'est comme ça qu'on va pouvoir se poser sur des cases qui n'ont pas de dock spatial. Dans cet exemple-là, comme j'ai déjà un personnage ici, je peux me poser là sans souci.
Et s'il y avait eu une zone à côté avec une case ici sans dock, comme c'est adjacent, j'aurais pu me poser dessus. Et pareil, si ça avait été juste au-dessus ici, une case sans dock d'une autre zone, j'aurais pu me poser juste au-dessus puisque ça aurait été adjacent à celle-ci. Et là, bien évidemment, maintenant que je suis là, dans l'absolu, je peux également me poser là plus tard car ça serait adjacent à un de mes personnages. Donc voilà, quand vous posez un de vos personnages, il faut que ce soit sur une case inoccupée avec un dock ou sur une case inoccupée adjacent à un de vos personnages. Je pense que là, avec l'exemple, c'est plus clair. La deuxième chose qui est importante, c'est si sur la case sur laquelle vous vous posez, il y a une sonde. Là, il y a une sonde ici et il y a une sonde là. Sur cette case-là, par exemple, il n'y en a pas, donc il n'y en a pas sur toutes les cases. Rappelez-vous, au début de la partie, je vous avais mis par joueur 4 sondes comme cela. Quand il y a une sonde, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, poser comme ça cette sonde, soit sur une case ici de cette zone, soit sur une case d'une zone adjacente. L'effet de la sonde, c'est que vous allez pouvoir regarder là où les cartes qui s'y trouvent. Si c'est un autre joueur qui vient poser une sonde ici comme ça chez moi, il va pouvoir discrètement, sans que les autres le voient, soulever et regarder la carte autant de fois qu'il le voudra pendant le tour. Vous pouvez poser autant de sondes que vous le voulez sur un même endroit, c'est-à-dire que d'autres joueurs peuvent venir sonder ma carte, par exemple, s'ils sont tombés sur cette zone ou sur une zone adjacente, en l'occurrence sur une sonde. Et vous pouvez également poser une sonde sur une case vide. Dans ce cas-là, si quelqu'un vient s'y poser, eh bien vous pourrez regarder sa carte. De la même manière, vous pourrez poser une sonde sur une case récompense. Là, je n'ai pas mis les récompenses, mais normalement sur celle-ci, il y en a même 2. Donc il devrait y avoir comme ça 2 récompenses. Si quelqu'un vient poser une sonde ici, il va pouvoir regarder là où les récompenses, dans ce cas de figure, autant de fois qu'il le voudra. Donc les sondes vont servir à avoir des indices, des indications sur ce que font les autres joueurs pour pouvoir jouer en conséquence. Quand tous les joueurs ont posé leur vaisseau accompagné d'un personnage, on passe à la fin de manche qui se divise en 5 étapes. La première étape, c'est de résoudre les zones. La résolution se fait dans l'ordre numérique croissant selon les chiffres indiqués au centre de chaque zone. Il y a 10 zones en tout numérotées de 0 à 9, mais elles ne sont jamais toutes présentes en même temps, donc il faudra bien entendu sauter les numéros des zones absentes. Dans mon exemple, la résolution se fera en 0, en 1, 2, la 3 est absente, on passera à la 4, 5, 6, 7 et 8, et la 9 est absente, donc je serai obligé de faire dans cet ordre-là pour la résolution des zones. À l'intérieur de chaque zone, les cases sont aussi numérotées et résolues également dans l'ordre numérique croissant. Par exemple, on les voit là, il y a le 1, le 2, et le 3, donc on va résoudre dans ce sens-là pour cette zone-ci. On retourne tout personnage qui est face cachée dans la zone à résoudre, y compris des récompenses. Si par exemple je devais résoudre la zone 8, je vais comme cela tout retourner, sachant qu'il faut quand même bien remettre à chaque fois le vaisseau de la personne dessus. Les sondes n'auront par contre absolument plus aucune importance à ce niveau-là. Donc on peut enlever les sondes. Et on retourne la récompense. Voilà déjà ce qu'il faut faire s'il y a des personnages face cachée sur la zone à résoudre. Si un personnage a des capacités, eh bien, on peut les activer. Donc chaque joueur peut activer là où les capacités de ses personnages dans l'ordre des cases de la zone. Là, c'est un bon exemple. On a la case 1 ici, on a la case 2 là, on a une capacité là, on a une capacité ici. Donc ce joueur va pouvoir faire sa capacité, puis celui-là va pouvoir faire la sienne, s'il est encore là, parce que dans cet exemple, il ne le sera plus, malheureusement pour lui. Donc si un personnage a plusieurs capacités, on peut les activer dans l'ordre de son choix, et surtout, on n'est jamais obligé d'activer une capacité de personnage. Il y a donc 6 capacités de personnage possibles. La première, c'est le bouclier que vous voyez là. Le bouclier, il permet de placer physiquement un bouclier sur un personnage de la zone en question ou adjacente. Par exemple, ce joueur-là a un bouclier, il peut vouloir le passer sur ce personnage-là. Un personnage qui bénéficie d'un bouclier ne peut pas être la cible des capacités pirates et rayons de force. Pour comprendre mieux ce que je vous raconte, voici la capacité pirate. Il s'agit de ce joli crâne. La capacité pirate, elle permet justement de renvoyer un personnage sans bouclier de la zone où il se trouve et son vaisseau dans la main de son propriétaire.
propriétaire. Donc là, je ne pourrai plus le faire, mais par exemple, ici, celui-ci a une capacité pirate, il est sur la case 1, il se résout avant la case 2, et bien il renvoie ce personnage et son vaisseau dans la main de son propriétaire, et vu que c'est la 8e et dernière zone, il clairement s'assure le gain ici de la récompense par exemple. Donc si vous avez un bouclier, cela ne vous arrivera pas. Le rayon de force, lui, c'est cet aimant que vous voyez là, il vous permet de prendre un personnage donc sans bouclier d'une zone adjacente et de le placer face visible sur une case inoccupée de la zone en cours de résolution. Par exemple, je peux vouloir ramener quelqu'un, alors est-ce que j'ai placé mes personnages un petit peu au hasard, donc je ne sais pas s'il y aura des choses intéressantes à faire, mais peut-être que... alors attendez, voilà, non, ça n'en est pas un, j'en ai pas mis beaucoup, ah ben celui-ci, donc le jaune ici pourrait attirer un personnage qui est là, ou un personnage qui est ici dans sa zone. Donc pourquoi pas, il peut attirer celui-ci, et donc il l'attire entièrement. Si le personnage avait été face cachée, il devient face visible, et après on continue la résolution de la zone. Mais le plus intéressant, c'est que là il était en case 3, il a attiré un personnage en case 2, on est déjà à la résolution de la case 3, ce personnage-là ne déclenchera pas son effet, et ne déclenchera pas son pouvoir. Donc ça c'est assez important. L'autre chose que l'on peut avoir, c'est l'effet scanner, c'est l'effet que l'on voit ici. En gros, c'est le Wi-Fi. Alors, cela vous permet de piocher la carte du dessus du paquet ici de personnages et de la mettre face visible sur la case récompense de la zone où vous êtes. Donc par exemple, il a un scanner, il met cette deuxième tuile face visible, même si la tuile là avait été face cachée, celle-là il la met face visible, et ensuite vous choisirez une tuile de récompense à renvoyer en dessous du paquet personnage face cachée bien entendu, donc il choisira s'il préfère garder celle-là ou garder celle-là en récompense, et peu importe que ce soit lui qui gagne ou pas d'ailleurs la récompense. Et voilà, il peut y avoir du coup du changement au niveau des récompenses. Vous avez également la radio ici, là, le joli téléphone ancienne génération. La radio fera gagner au personnage qui la possède plus 1 de force pour chaque autre personnage amical dans cette zone et dans les zones adjacentes. Donc est-ce qu'on a quelqu'un qui a une radio efficace? Là, on a une radio chez le rouge, il a un personnage amical dans une zone adjacente, il a donc plus 1 de force, il était à 0, il passe à 1 par exemple. Vous avez enfin la téléportation avec ce symbole-là. La téléportation permettra au personnage qui en est doté de se déplacer face visible sur une case inoccupée d'une zone adjacente. Par exemple, le jaune peut très bien aller se mettre ici ou là, au moment de la résolution de cette case. Hop, pourquoi pas. Par contre, il est obligé d'arriver face visible, même si là il y avait un face caché marqué, il se téléporte, il se met face visible automatiquement dans sa zone d'arrivée. Sachez dans tous les cas que les capacités des personnages et les particularités des zones dont je vais vous parler tout de suite sont résumées sur la dernière page, là, comme ça, du livret de règles dont je vous ai fait la traduction et que je vous ai mis à disposition. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous conseille donc pour vos premières parties d'imprimer cette dernière page en plusieurs exemplaires pour en donner une à chaque joueur comme aide de jeu. Il faut donc tenir compte des particularités de chaque zone pendant toute la partie, et plus précisément lors de la résolution des zones, car la plupart des zones ont un pouvoir qui s'applique à ce moment-là. Concernant les pouvoirs des zones, vous avez la zone 0 qui est là, qui est le Sénat. Eh bien, au Sénat, tous les personnages sont immunisés contre les actions pirates et rayons de force. Il y a ici un bouclier pour vous le rappeler, c'est comme si tous les personnages qui étaient au Sénat avaient un bouclier en permanence sur eux. Dans l'aire de jeu qui est ici, c'est un petit peu spécial. L'aire de jeu, un personnage qui est placé précisément sur la case
3 de l'aire de jeu, donc celle-ci bénéficie d'un bonus de +1 en force tant qu'il s'y trouve. C'est rappelé ici à côté de la récompense, comme souvent à côté des récompenses il y a des petits icônes pour vous rappeler tout ça. Vous avez également pour la zone 2 qui est là le hangar. Sa particularité c'est qu'il n'y a aucun icône furtif, donc quand vous posez dans le hangar vous êtes sûr d'être visible, on sait ce que vous faites malheureusement. La zone 3 là elle n'est pas disponible, elle est où? Ça c'est la zone 9. La zone 3, que voilà, c'est la zone militaire et le premier joueur à placer un personnage dans cette zone peut, après le placement du personnage, tourner la zone de 90 ou 180 degrés dans n'importe quelle direction. C'est ce qui est rappelé ici, donc vous pouvez faire un 90 dans ce sens, ou un 90 dans ce sens, ou évidemment vous pouvez faire un 180, et du coup automatiquement ça peut changer les choses bien entendu. Pour la zone 4, c'est-à-dire la prison qui est ici. La prison, c'est le joueur avec le moins de force combinée parmi ses personnages dans cette zone qui gagne la récompense. Encore une fois, il y a un petit icône ici pour vous le rappeler. Pour la zone 5, qui est le centre de commandement ici, ça va se jouer au niveau des icônes radio. Les personnages dans cette zone et dans les zones adjacentes, qui donc au moins un icône radio, gagnent +1 de force pendant 7 manches. Dans ce cas de figure, celui-là est dans une zone adjacente, +1 de force, celui-là est dans une zone adjacente, +1 de force, et s'il y avait eu des icônes radio ici, ils auraient gagné de la force également, et c'est indiqué bien entendu ici avec ce petit icône-là pour vous le rappeler. Dans la chambre d'hibernation en 6, les sondes ne peuvent être placées sur aucune case, incluant la case récompense, pas de sonde ici. Et comme tout est face cachée ici, vous voyez, non, sauf, oh, non, la récompense d'ailleurs ne l'est pas, c'est assez bizarre comme précision dans les règles, mais en tout cas, tous les personnages sont face cachée et on ne peut pas envoyer une sonde dessus pour regarder ce qui s'y passe. Dans la 7, la zone radioactive, le joueur qui gagne la carte récompense dans cette zone doit malheureusement retirer un de ses personnages de la zone en question de la partie en le renvoyant dans la boîte de manière définitive. Donc on gagne la récompense, mais le personnage qui est allé là a pris des radiations et malheureusement on doit s'en séparer. Dans le 8, l'observatoire, la particularité c'est qu'il y a 4 zones où l'on peut se poser, 4 cases, pardon. Et enfin, dans le 9, qui est donc ici, la particularité, c'est qu'il y a 2 cartes à poser face cachée dans la zone récompense. Et quand on gagne la récompense, on choisit laquelle on prend et on remet l'autre en dessous de la pioche personnage. Voilà pour les différentes zones qui, encore une fois, sont rappelées en dernière page du livret. Donc faites-vous une aide de jeu pour les premières parties, ça sera très utile. Quand toutes les capacités des personnages ont été résolues en tenant compte des pouvoirs de la zone, on additionne la force globale de chacun, et celui avec le plus de force combinée remporte la récompense. La récompense, elle est prise par le joueur concerné, mais tous les personnages restent dans la zone. On ne les reprend surtout pas à ce moment-là, c'est-à-dire que on résout la zone 0, quelqu'un prend la récompense, les 2 personnages-là restent impérativement, parce que autour, les autres zones peuvent avoir des effets sur ces personnages-là, venir les chercher, faire des choses qui font qu'il ne faut surtout pas enlever les personnages. Donc à chaque fois qu'on résout une zone, on prend la zone 0, on prend la case 1, puis la case 2, puis la case 3, on a fait tous les pouvoirs de chacun, chacun fait ce qu'il voulait, quelqu'un gagne la récompense, on laisse, on passe à la suivante, dans ce cas de figure, on passe à la 1, là, on fait la même chose, on résout case 1, 2, 3 s'il y a lieu, quelqu'un gagne la récompense, on passe à la suite, etc. Donc voilà, on gagne les récompenses au fur et à mesure, mais surtout on laisse les personnages jusqu'à la résolution de la dernière zone. En cas d'égalité de force, quand il y a du monde sur une zone, en cas d'égalité de force, c'est le personnage parmi les joueurs à égalité qui occupe la case avec le plus petit chiffre qui tranche l'égalité en faveur de son propriétaire. Dans ce cas de figure, par exemple, je résous la case 1, je peux tuer quelqu'un, je décide de tuer lui, il est renvoyé, lui, il gagne... ah ben oui, non, il gagne +1 de force, donc dans ce cas de figure, c'est un mauvais exemple.
puisque dans tous les cas, là il avait perdu. Est-ce que j'ai un exemple avec des personnes à égalité? Mais oui, ici, voilà, c'est simple comme bonjour, 1 de force chacun. Celui-là est sur la case 2, celui-là est sur la case 3, et bien c'est celui qui est sur la case 2 qui va prendre la récompense. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est important, on tranche les égalités si on est sur le plus petit chiffre en sa faveur. La deuxième chose, c'est que si on a 0, eh bien ça compte comme de la force, et si on est seul dans la zone, on gagne la récompense, et là je vois que c'est le cas ici. Celui-là à 0, il est tout seul, et bien c'est merveilleux, il peut gagner la récompense. Et pour pousser le vice, s'il y avait eu un 0 sur la case 2, les deux étaient à égalité, c'est celui qui était sur la case 1 qui tranchait, et avec son 0 qui remportait dans tous les cas la récompense. Donc voilà, on résout les zones, et ensuite on gagne les récompenses. Et seulement après, en 3, on va pouvoir récupérer les personnages, les vaisseaux et les sondes. Donc les joueurs récupèrent tous leurs éléments dans toutes les zones. Une fois qu'elles ont été intégralement résolues, on vide comme ça le vaisseau. Vous allez devoir ensuite vérifier combien de tuiles personnages vous possédez. Si vous avez plus de 6 tuiles personnages à ce moment-là, il vous faut vous en défausser pour n'en avoir plus que 6 en main ici sur votre porte-carte. Là, par exemple, je suis le joueur rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai gagné des personnages. Je vais en remettre 6 sur mon porte-carte. Donc personne ne saura pour l'instant ce que j'ai gardé ou pas. Et je vais donc en choisir 3 que je vais poser devant moi face cachée pour me défausser. Une fois que tout le monde s'est défaussé, s'il devait le faire, les tuiles sont retournées face visible au niveau de votre défausse et sont consultables par tous les joueurs à tout moment. Chaque tuile ainsi défaussée ne vous rapportera plus les points qui sont éventuellement marqués dessus, ça c'est terminé. Toute tuile défaussée ne vous rapportera que 1 point à la fin de la partie par tuile défaussée à la place de sa valeur initiale. Ensuite et enfin, la carte premier joueur est passée au joueur suivant sur la gauche en sens horaire, qui devient donc le nouveau premier joueur. Il déplace le marqueur de manche comme ça sur la manche suivante, et on passe à la manche suivante, sauf bien entendu si on était déjà sur la 4e manche, auquel cas on passera au décompte final. Et rappelez-vous, quand vous allez démarrer votre nouvelle manche, vous allez devoir faire le fameux déplacement ici. Dans ce cas de figure, ces deux-là deviennent face cachée, elle passe à gauche, les deux qui sont face cachée là sont retournés face visible, on pousse un peu le tout, et on a notre nouvelle configuration de vaisseau pour la manche suivante. Après la 4e manche, donc, vous allez compter vos points. Les cartes défaussées, je venais de vous le dire, valent 1 point chacune, quelle que soit leur valeur faciale, elles ne valent plus qu'1 point. Les cartes que vous avez en main, elles valent leur valeur de points qui est indiquée là en bas à gauche, là réellement. Ensuite, vous allez regarder les missions qui sont à réaliser. Là, j'ai quoi comme icône qui pourrait correspondre? J'ai celui-là qui peut correspondre à cette mission. J'ai cette icône-là qui peut correspondre à celle-là. J'ai rien d'autre, mais forcément, j'ai joué qu'un tour et j'ai pas vraiment cherché à comprendre ce que je faisais. Donc, c'est une question de majorité d'icônes pour quasiment toutes les missions qui existent dans le jeu. Et la personne qui est majoritaire en icône pour une des missions remporte la mission et remporte donc les 6 points qui y sont attachés, puisque toutes les missions valent 6 points. En cas d'égalité, les joueurs à égalité se partagent les points, arrondis à l'inférieur. Il y a un seul objectif qui n'est pas une majorité d'icônes, je vais vous le retrouver, c'est celui-ci. Celui-ci, ça sera la force de l'ensemble des personnages que vous avez en main. Donc ça sera celui qui aura le plus de force. La force, je vous le rappelle, c'est ce qu'il y a là en haut à gauche des personnages. Vous additionnez tout ça, celui qui a le plus de force remporte cette mission. Le reste, ce n'est que de la majorité d'icônes dans tous les cas pour le calcul des points. Et donc, pour le calcul des points des missions et pour le calcul des points d'ADN en bas ici, je vous le rappelle, ces cartes-là défaussées ne comptent pas, elles ne valent simplement qu'1 point par tuile défaussée. Le joueur avec le plus de points est le gagnant. En cas d'égalité parmi les joueurs à égalité, l'emportera celui qui aura réalisé le plus de missions. S'il y a toujours égalité, celui qui aura le plus de points en main. Et s'il y a toujours égalité, ça sera le plus éloigné du premier joueur en sens horaire qui l'emportera. On peut dire que ce jeu est taillé pour ceux qui aiment une interaction forte.
Alors les règles ne sont pas compliquées, seuls les pouvoirs des zones et les capacités des personnages demandent un temps d'adaptation, mais avec les aides de jeu et l'iconographie adaptée, ça roule très vite tout seul. Les coups bas et les retournements de situation sont nombreux, les stratégies les plus élaborées peuvent faire mouche comme tomber à l'eau en un instant, on se creuse les méninges pour tirer parti au mieux de toutes les situations qui s'offrent à nous, dans un univers en constante mutation, aussi bien au niveau du vaisseau mère que des récompenses ou encore plus au niveau de ses adversaires. Même si on a la même équipe de départ que les autres, très vite, les gains et les choix de chacun viennent modifier les possibilités et le jeu se renouvelle quasiment à l'infini finalement. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine règle en vidéo.